Tous les envoyés canadiens à Washington ont eu beau le dire et le répéter récemment, le Canada ne deviendra pas le 51e État des États-Unis. Ça n'empêche pas Donald Trump de dire qu'il veut annexer le Canada. Ça a été le sujet de l'heure à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Et je m'entretiens avec Louise Blais, ancienne ambassadrice à l'ONU. Bonsoir, Mme Blais. Bonsoir. Alors, à la Malbaie, le secrétaire d'État Marco Rubio a eu des propos troublants. Il a dit, ou juste avant la Malbaie, juste avant la réunion, il a dit que les Canadiens ne sont pas d'accord avec le fait que l'annexion est dans leur intérêt. Alors, est-ce que les alliés traditionnels du Canada prennent le président Trump au sérieux dans sa volonté d'annexer le Canada? C'est une drôle de tournure de phrase. Hein? Il a semblé dire les Canadiens ne semblent pas vouloir. La porte reste toujours ouverte. Et c'est vrai que jusqu'à récemment, on me disait, faut pas trop s'inquiéter, c'est juste Donald Trump qui fait ses remarques. Mais non, là, les remarques ont été reprises par son cabinet, Marco Rubio, qui était quand même un sénateur sérieux, et maintenant un secrétaire d'État, et aussi, bien sûr, le secrétaire d'Ethnique, qui a aussi cette semaine repris les propos. Donc là, il y a vraiment, je dirais, le cabinet au complet répète ce que le président a dit, qui est tout à fait farfelu, mais qui semble être quand même la politique américaine, au moins celle de la Maison-Blanche. Et là, on a le secrétaire d'État au Canada, en terre canadienne, pour une rencontre du G7. Et il a quand même dit, écoutez, c'est pas l'endroit pour avoir cette discussion-là. Je suis ici pour parler des enjeux du G7. Alors, on va parler, bien sûr, des pourparlers pour la paix à l'Ukraine. Alors, il essaie un peu de naviguer les eaux quand même très troubles. Oui. Alors, les ministres canadiens prennent Donald Trump au sérieux sur cette question-là. On l'entend, ils le disent. On l'entend bien dans leur ton également. On le voit dans leur expression. Ils en parlent régulièrement. Est-ce que les alliés traditionnels du Canada prennent aussi Donald Trump au sérieux? Est-ce qu'ils commencent à voir qu'effectivement, il y a des velléités, une volonté d'annexer le Canada? Oui, alors c'est vrai que l'Europe a semblé être assez au ralenti par rapport à ça. On a vu bien sûr la visite du premier ministre britannique aux États-Unis où il n'a pas voulu se prononcer, comme il a voulu complètement ignorer la question. Par la suite, on a eu le roi qui a lancé des messages quand même assez clairs. Et là, on se retrouve avec certains ministres en présence à Charlevoix. Je pense à la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne et la représentante de l'Union européenne qui ont pris ensemble un petit selfie aujourd'hui en disant « Mélanie Joly, we have your back ». On est derrière vous. Alors, c'est un message qui était partiellement voilé, mais là, on commence à voir au moins un positionnement et on a eu certains propos qui ont été dits avec les médias avant la rencontre où on sent l'inconfort au minimum de la part des démocraties, des grandes démocraties de la planète. Oui. Il y a Mark Carney qui va se rendre en Europe, qui va aller en Grande-Bretagne et en France notamment. À quoi doit-on s'attendre de cette visite-là, qui sera sa première visite en tant que premier ministre? À quoi on devra s'attendre de ces réunions-là avec ces chefs d'État? Qu'ils choisissent d'aller en Europe avant les élections, c'est très, très symbolique. Je pense que ce qu'il faut s'attendre surtout, c'est effectivement le symbole de ne pas aller aux États-Unis. Hein. Il a dit qu'il il rencontrerait le président Trump seulement qu'une fois qu'on aurait le respect de notre souveraineté bien établi par le président américain. Alors là, il prend le temps, pas de faire une tournée canadienne, de rencontrer les premiers ministres, de rencontrer les leaders des nations, des Premières Nations. Non, il va en Europe et je pense que c'est pour aller effectivement chercher des appuis et aussi pour pouvoir projeter, il faut le dire, aux Canadiens un genre un statesman. Il veut se présenter comme un homme qui est à la hauteur des leaders mondiaux. Alors c'est un peu utile pour sa campagne électorale en même temps.
Est-ce que ce sera suffisant pour que le Canada aille se chercher des alliés dans l'autre dossier de l'heure, c'est-à-dire les tarifs imposés par les Américains? Et là, on sent que les Européens aussi sont parfois tièdes, parfois un peu embêtés parce que les États-Unis menacent d'imposer des tarifs sur l'ensemble de leurs produits également. Oui. Alors, ben, je pense qu'on est tous dans le même bateau, c'est clair. Sauf que le Canada est plus exposé. On avait une entente de libre-échange, nos économies sont intégrées, on a beaucoup plus à perdre que l'Europe. Et je pense que, je sais pas si Mark Carney s'en va chercher des nouveaux marchés, des appuis politiques, c'est pas clair. Je pense qu'à court terme, ça va être plutôt compliqué. Je pense que l'Europe, oui, va vouloir jouer gentiment avec le Canada, mais au bout du compte, l'Europe va toujours défendre ses propres intérêts. Et c'est un grand marché commun. Et on a eu peine à faire ratifier notre entente de libre-échange avec eux. On a encore plusieurs pays européens qui n'ont pas ratifié l'entente. Elle est en place. Elle est sous-utilisée. Là, on va voir si ça va changer avec la mouvance par rapport à la diversification des marchés. Il faut l'espérer. Mais en même temps, je pense qu'il faut rester quand même réaliste à ce qui est possible d'accomplir avec l'Europe. Il ne faut pas tout non plus là, prendre nos œufs et les mettre dans les paniers européens, dans le panier européen. C'est un jalon. Pour nous, c'est un outil, mais ce ne sera pas la panacée. Bon. Est-ce qu'il y a des pays à l'international qui auront éventuellement la volonté de stopper Donald Trump dans plusieurs dossiers? L'imposition des tarifs, c'en est un, mais il y a aussi ses intentions quant au Groenland, quant au Panama, quant au Canada, etc. Alors, quelqu'un va-t-il le stopper, le freiner? Et si oui, qui? Oui, alors je pense qu'on est encore tous dans l'espoir de se dire que les Américains vont le freiner. C'est surtout à eux là de voir. On ne sent pas encore à l'international la majorité des Américains qui soutiennent cet agenda extrémiste et impérialiste de la part de leur président. Alors pour le moment, tout le monde espère qu'il va y avoir un peu de retenue et ça va se faire à Washington et aux États-Unis. Mais effectivement, si on voit que la timidité qu'on ressent de la part des gens d'affaires aux États-Unis et des élus républicains surtout continue et perdure, et bien là, il va falloir prendre des grands moyens. Mais chaque chose à sa fois, chaque chose en son temps. La diplomatie, c'est important qu'on n'utilise pas, on ne fasse pas les gestes de façon précipitée, mais non plus, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a des outils à l'international, il y a l'ONU, mais ce qui est inquiétant avec l'ONU en ce moment, c'est que les États-Unis ont déjà décidé qu'ils étaient tout à fait à l'aise d'être être isolés. Ils ont pris des positions depuis la sermentation de Donald Trump à bien des niveaux à l'ONU qui sont absolument extrêmes, qui sont même pas en ligne avec ce qu'il avait fait dans son premier mandat. Alors, on a vraiment l'impression que, ça va, l'Assemblée générale des Nations unies, ils ont l'air d'un peu s'en fouter et ils vont probablement tout miser sur le Conseil de sécurité où ils ont un veto, un droit de veto. Alors, l'ONU risque de ne pas être vraiment l'outil qu'on pourrait avoir espéré qu'elle ait pu l'être il y a déjà 10 ans. Alors, elle est affaiblie et par la guerre en Ukraine, par le conflit au Moyen-Orient et ça sera très, très difficile d'imaginer que le Conseil de sécurité va pouvoir trancher sur ces espoirs d'annexation que le président semble vouloir évoquer. Bon, oui, effectivement, des positions étonnantes. Pour le moins, vous venez d'en parler, vous venez de l'évoquer, notamment la position des États-Unis sur les résolutions sur l'Ukraine. Ça en a surpris plusieurs. Justement, si vous voulez bien, parlons-en de l'Ukraine. Les pays européens et le Canada semblent vouloir former leur propre alliance. Est-ce que vous pensez que les ministres des Affaires étrangères du G7 vont parvenir à une déclaration commune sur l'Ukraine malgré le vote des États-Unis aux côtés de la Russie? Moi, je pense qu'ils vont réussir à s'entendre. Le langage va être sûrement très affaibli. Déjà, les États-Unis se sont opposés à plusieurs déclarations sur l'Ukraine et autres de la part du G7 depuis l'arrivée en poste de Donald Trump. Alors, je pense que ça a beaucoup ralenti les élans du G7, mais je pense que quelque chose sera dit. Je pense que le fait que maintenant l'Ukraine est au moins impliquée dans les pourparlers
pour la paix, c'est positif. Le fait que l'Europe s'est réaffirmée comme joueur pivot aussi dans le conflit, je pense que ça, c'est bon signe. Et je crois que quelque part, on peut s'attendre à une déclaration, mais elle ne sera certainement pas celle qu'elle aurait été il y a 3 mois. Alors, ça, c'est clair, mais je serais très surprise de voir cette rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7 se terminer complètement en queue de poisson. Je pense qu'ils vont tout faire pour éviter que ce soit le cas. Et en terminant, qu'est-ce qui va arriver avec cette fameuse entente signée par l'Ukraine, cette entente proposée par les États-Unis cette semaine? Mais pour le moment, c'est les Russes qui ont dit qu'ils ne sont pas intéressés. Alors, c'est un échec, en fait, mais ce sera pour les Américains, à court terme. Bon, c'est le début. Je crois que personne pensait, peut-être sauf Donald Trump, que ça allait être facile d'arriver à une entente avec Vladimir Poutine. Je pense que là, la réalité le rattrape lui-même. Et il va falloir voir comment on peut ramener la Russie à la table ou peut-être abandonner éventuellement, prendre une pause. Mais s'ils ne veulent pas accepter un cessez-le-feu, c'est très, très difficile de continuer les discussions. Tout à fait. Alors, cette entente sera vraisemblablement caduque. Merci, merci Louise Blais pour cet entretien. Je vous remercie de l'invitation.